pour la présentation à Caen. Je remercie aussi l'Institut de m'avoir invité à donner donc, le séminaire de vendredi et la communication d'aujourd'hui, dont le titre est « Tragédie contemporaine et esthétique de la survie », qui est un bout de la recherche que je développe actuellement sur l'usage des références à l'Antiquité sur les scènes ultra-contemporaines ou l'extrêmement contemporain qui arrive là vraiment maintenant ou dans les 5 dernières années. Dans cette communication, ce que je vais vous présenter, c'est cette idée que la tragédie antique est en fait un matériau utilisé pour construire des représentations contemporaines et que sur les scènes européennes, c'est particulièrement utilisé pour exprimer les identités minoritaires. Et pour cela, je vais utiliser un exemple spécifique qu'on va regarder ensemble un peu en détail, qui est la trilogie des contes immoraux qui a été créée par Phia Ménard entre 2017 et 2021. Donc la première partie, parce que c'est une trilogie, la première partie a été créée en 2017 et la deuxième et troisième partie en 2021. Et j'ai cette idée que les identités minoritaires, queer, racisées, handicapées, entre autres, sont représentées sur les scènes avec l'utilisation de références à l'Antiquité et avec le développement de ce que j'appelle une esthétique de la survie. Il est évidemment plus à démontrer que la tragédie et la mythologie antique ne sont pas la propriété de l'Occident, et en particulier de l'Occident blanc, qu'elles sont bien un matériau global, un héritage international. Pourtant, en Europe, qui est là où je travaille et les mises en scène que j'étudie sont européennes, il y a quand même cette idée que l'Antiquité a cette espèce d'important patrimoine culturel qui pèse en fait sur les pratiques de la scène, et qu'on accumule en fait des strates de réception, dont dans la première strate est finalement les ruines antiques qui sont sur le sol de la Grèce et de l'Italie en particulier. Et c'est à la mise au jour de cette stratification, à partir de cet exemple en particulier, que je vais œuvrer aujourd'hui. Et il a été démontré par de nombreux chercheurs et chercheuses que la police grecque et son théâtre hantent particulièrement l'Europe occidentale, son théâtre, sa pratique de la démocratie, sa pensée de la communauté, ce dont je parlais vendredi, mais aussi son passé colonialiste et raciste. J'ai là quelques références du coup sur cette idée de la hantise de l'Europe occidentale par l'Antiquité sur différents aspects, l'aspect politique dans le premier et le second, et la question du racisme et du colonialisme dans le troisième. Dans ma recherche actuelle, ce que j'essaye de démontrer, c'est comment ça s'articule en fait avec l'expression des identités européennes. Et cette importance pour moi de penser pourquoi et comment l'Antiquité est utilisée sur les scènes européennes, c'est parce que, comme Alban l'a dit, je travaille aussi comme praticien du théâtre et pas seulement comme chercheur, et qu'il est important d'avoir une pratique qui est située et qui questionne aussi finalement un certain eurocentrisme quant au rapport vis-à-vis de l'Antiquité dans ses mises en scène. Depuis le début du XXIe siècle, les identités nationales et européennes ont été remises en question par une série de crises. Inclusion-exclusion des migrants, le Brexit, la montée des populismes, des mouvements de protestation majeurs, comme il n'y en a pas eu dans les 20-30 dernières années, ou encore, plus actuellement, la guerre en Ukraine. Et d'un côté, vous avez les mouvements réactionnaires qui se réclament d'un héritage gréco-romain. C'est évidemment pas nouveau, mais on en a vu une recrudescence ces 20-30 dernières années, avec des références à l'Antiquité dans les milieux d'extrême droite. Évidemment, il y a l'exemple de l'utilisation des symboles de l'Empire romain par les suprémacistes blancs qui ont manifesté au Capitole et à Charlottesville. Mais en ligne sur les réseaux sociaux, vous avez des militants d'extrême droite européens qui utilisent des images de la Grèce ancienne, des images de pureté, des images de ruines très blanches comme profil. Mais vous avez aussi en France, sur le site de l'Action française, des références à l'Antiquité qui ont réapparu, qui avaient disparu et qui ont réapparu dans les 5-10 dernières années. En fait, ça donne vraiment cette idée que
il y a une vivacité, en fait, du rapport à l'héritage gréco-romain dans les milieux d'extrême droite. Et c'est des choses qui sont déjà assez bien étudiées, en particulier dans l'article collectif, le premier, Claiming the Classical, mais aussi dans les travaux de Curtis Dozier et dans plusieurs articles et conversations de Daniel Padilla Peralta. Et en cela, en fait, ces mouvements fascistes ou d'extrême droite se rapprochent des approches fascistes du XXe siècle, le nazisme, le fascisme italien, qui ont utilisé la référence à l'Antiquité pour asseoir leur autorité, mais aussi, plus largement, se rapproche du colonialisme qui, dès ses débuts, a utilisé l'héritage gréco-romain pour asseoir son autorité sur les populations colonisées et les éduquer. Sur une autre scène que la scène politique, donc c'est un peu le tableau de qu'est-ce qui se passe sur la scène politique vis-à-vis de cette appropriation-utilisation des Grecs et des Romains. Sur les scènes des théâtres, c'est le contraire qui se passe. C'est au contraire les identités minoritaires ou discriminées, queer, racisées, handicapées en particulier, qui s'emparent volontiers des références à l'Antiquité. Et on peut y voir dans ce mouvement, en fait, une réappropriation des outils d'oppression. D'une part, en réponse à ce que je viens de décrire comme réappropriation par les milieux d'extrême droite de ces outils, mais aussi, plus largement, en réponse à une histoire des langues et cultures de l'Antiquité qui a été principalement utilisée de manière discriminatoire. Et c'est une manière donc de se réapproprier le processus et de le remettre en question. C'est quelque chose qui a été étudié notamment chez les poètes irlandais du XVIIe siècle qui, alors qu'ils se voyaient enseigner le latin et le grec par les colons britanniques, ont réutilisé immédiatement les mythes dans leur poésie en réponse en fait à cet outil qui était un outil de domination et qui faisait un outil de libération. Si la tragédie grecque peut a priori apparaître comme un matériau privilégié pour ce type de démarche, c'est parce que d'abord elle jouit sans doute du capital culturel le plus important, puisqu'elle est la forme canonique pour les artistes de théâtre, parce que l'usage contemporain généralisé, commun du terme de tragédie s'applique assez bien aux expériences des sujets minoritaires et à la violence des discriminations, mais aussi parce qu'elle met en œuvre, et c'est ce que je disais au séminaire vendredi, avec le cœur en particulier, des identités qui sont déjà des identités marginalisées. Et de fait, on ne compte pas les mises en scène dans les 10 dernières années de tragédie grecque qui ont choisi de faire des chœurs de migrants et de migrantes, des chœurs de victimes de guerre, ou des chœurs où ce que vous observez, c'est des victimes du changement climatique. Il y a vraiment cette utilisation de la tragédie grecque récemment, où le chœur devient un moyen de parler des populations qui sont particulièrement en difficulté. Aujourd'hui, l'exemple sur lequel je vais me concentrer, qui est celui-ci, la trilogie des contes immoraux, n'utilise pas directement la tragédie grecque, n'adapte pas directement la tragédie grecque, mais je vais essayer de vous montrer comment, en fait, c'est un exemple qui s'empare clairement de l'Antiquité comme matériau, de la tragédie comme matériau, et j'utilise ce terme à dessein parce que c'est un matériau de construction, pour construire autre chose. Et je crois que parce que justement, le texte, il n'y a pas de texte utilisé directement, il me semble que cette stratification dont je parlais au début de l'introduction est particulièrement évidente ici, parce qu'il y a un grand potentiel de réappropriation en fait, de cette antiquité dans ce spectacle. C'est donc un spectacle en 3 parties. La première partie, qui s'appelle Maison Mère, a été créée en 2017 à la Documenta 14, qui était à ce moment-là entre Cassel et Athènes. Et la deuxième et troisième partie, qui s'appelle Temple Père et La Rencontre Interdite, ont été créées au Festival d'Avignon en 2021. Pour situer ce spectacle, quelques mots sur Fia Ménard. Fia Ménard est une artiste qui ne rentre dans aucune case de discipline. Elle mélange théâtre, danse, cirque, performance. Elle a été formée comme circassienne à l'origine, c'est une jongleuse, et elle a développé en fait son travail d'autrice de spectacle après coup. Et dans un entretien que j'ai fait avec elle, elle explique à quel point, quand elle a commencé,
les responsables de théâtre lui disaient « mais moi je ne sais pas où vous mettre dans ma programmation, c'est pas vraiment du cirque, c'est pas vraiment de la danse ». Et aujourd'hui qu'elle est connue, il n'y a plus de problème, ils la mettent dans n'importe quelle case. Et elle a vraiment ce rapport à la discipline et à la non-discipline ou à l'indiscipline dans son travail. Donc dans cette première partie, je vais juste vous faire un petit topo de qu'est-ce qui se passe dans chaque partie. Dans cette première partie qui dure une quarantaine de minutes, elle est seule en scène et elle est habillée comme une sorte d'Athéna punk, si vous voulez, et elle construit une maison en carton qui s'avère être un modèle réduit du Parthénon. À la fin, après 40 minutes, donc vous l'observez dans le silence construire cette maison, et à la fin de ces 40 minutes, il y a des trombes d'eau qui tombent du plafond. Évidemment, comme c'est en carton, le bâtiment s'effondre et elle le regarde s'effondrer. Dans la seconde partie, qui s'appelle donc Temple Père, vous avez 5 esclaves qui sont des acrobates et des circassiens qui construisent une espèce de tour immense que vous voyez sur l'image, qui est une tour phallique qui rappelle la tour de Babel, et ils font ça sous les ordres d'une gourou qui est le personnage en blanc en bas, qui chante et psalmodie dans plusieurs langues. Et c'est très clair qu'en fait, elle ritualise la construction de la tour en leur donnant des ordres et qu'ils exécutent de manière très minutieuse par ailleurs, jusqu'à ce que la tour soit complètement construite. Ça dure, je pense, une petite heure. La dernière partie, la rencontre interdite, est beaucoup plus courte, ça doit durer une dizaine de minutes. Et c'est Phia Ménard elle-même qui revient. Elle descend de la tour, elle est entièrement nue, et elle asperge, il y a désormais un rideau de plastique entre la scène et la salle, qui descend à ce moment-là, qu'elle asperge avec un extincteur qui propulse une espèce de liquide noir, jusqu'à ce qu'en fait on puisse quasiment plus la voir, et elle s'allonge par terre dans ce liquide. Je vais évidemment plutôt analyser la première partie, qui est celle dans laquelle la réception de l'Antiquité est la plus évidente, mais je vous montrerai en fait ensuite comment ce rapport au tragique, ce rapport à la tragédie, il est aussi construit dans la partie 2 et la partie 3. Alors, dans Maison Mère, voilà, j'ai choisi ces deux images pour que vous voyez un peu les étapes. Il y a un moment où la maison en carton est sur le côté, où il faut qu'elle la retourne, et il y a des moments où c'est pas du tout parfait. Elle est clairement dans une exécution difficile, on n'est pas dans quelque chose qui est très facile à faire. Et il y a des moments où des morceaux se cassent et elle rafistole au scotch les angles au fur et à mesure. Alors, quels sont les liens directs qu'on a ici avec la tragédie grecque? Bon, il y a la construction de cette maison Parthénon, temple d'Athéna. On a cette figure incarnée par Phia Ménard que la presse a identifiée comme une Athéna punk. C'est pas du tout elle qui l'a dit, c'est les revues de presse disent c'est une figure d'Athéna ou de déesse grecque punk. On la voit ici, j'ai choisi cette image parce que je trouve qu'on dirait qu'elle tient, du coup, elle a ses bouts de carton sur sa pique, et on dirait qu'elle tient un bouclier. Et il y a cette idée d'avoir Athéna, d'avoir le Parthénon sur scène qui évoque l'institution de la justice humaine et de la démocratie à la fin de l'Orestie par Athéna. Il y a plus largement, puisque c'est de ça qu'on parle, la référence à la construction d'un idéal démocratique qui est très clairement lié en Europe à un héritage grec et à la tragédie antique, du fait du contexte de la Documenta 14. Donc ce spectacle a été créé pour la Documenta 14 en 2017. Donc c'est cette exposition qui a été pour la première fois organisée à Kassel après la Seconde Guerre mondiale pour apaiser la population des horreurs de la guerre en leur donnant accès à l'art. Donc la construction de cette maison idéale démocratique, ça peut être aussi une allégorie du plan Marshall, qui était supposé reconstruire une Europe démocratique dans les ruines de la guerre. Et puis aussi, la Documenta 14 avait spécifiquement pour thème Learning from Athens, et une partie de l'exposition a eu lieu à Athènes. Donc ce apprendre à partir d'Athènes ou apprendre d'Athènes, on peut aussi lire la construction de cette maison en carton comme une allégorie de la construction européenne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sur un modèle athénien. Bon,
tout ça pour dire que on a un rapport à cette idéalisation, à ce rapport entre construction démocratique et antiquité. Mais l'attitude de Phia Ménard, comme je vous le disais, n'est pas du tout une attitude de joie ou de célébration. On est au contraire dans quelque chose qui est exécuté, comme si il y avait qu'elle qui pouvait le faire. D'ailleurs, je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse monter la maison, enfin sans doute les techniciens et techniciennes qui travaillent avec elle, mais elle est en charge de ça, c'est pas une tâche facile, elle l'exécute devant nous. On n'est aucunement dans une idéalisation de cette construction démocratique ou européenne. Au contraire, on est sur une forme de mécanique. Quand on parle de l'Antiquité, on parle de démocratie. C'est quelque chose de plus mécanique qu'une forme de célébration. Et finalement, la tragédie à laquelle on assiste ici, puisque bon, il n'y a pas de tragédie au sens théâtral du terme, mais la tragédie à laquelle on assiste ici, elle est à comprendre dans le sens plutôt contemporain et commun du terme, puisqu'on assiste à la mise en ruine en vraiment quelques minutes de ce qui a pris 40 minutes à construire. Donc vous êtes assis là à la regarder construire ça, et vraiment en 3-4 minutes, ça n'existe plus. C'est entièrement détruit. Et donc on peut penser que finalement, le tragique qui a lieu, c'est un tragique de la catastrophe, et qui peut être compris d'ailleurs comme une allégorie de la mise en ruine des idéaux démocratiques qu'on évoquait juste avant, avec ce sentiment tragique d'avoir perdu un certain sens de la communauté, un certain sens du bien commun, ce dont on parlait vendredi. Mais aussi, cette trompe d'eau qui tombe du plafond renvoie à la tragédie du changement climatique, aux destructions qu'il a enclenchées, qu'il va enclencher dans le futur. On sait qu'il y a des sites archéologiques actuellement qui ne survivent pas au changement climatique, qui sont en train de disparaître. Et enfin, c'est aussi la tragédie du monde capitaliste qui est mise en scène ici. Le programme du spectacle fait référence à la fast fashion, qui engendre des constructions qui ne durent pas, et qui d'ailleurs ne sont pas faites pour durer. Et la mise en ruine finalement de ce Parthénon en carton est donc aussi à l'image des déchets et des ruines produits par le capitalisme. Enfin, le choix du carton comme matériau, puisqu'ils auraient pu choisir autre chose. Dans le contexte d'Athènes en 2017, c'est aussi une référence directe à la crise des migrants et à la crise financière. Donc, à première vue, ce que Phia Ménard développe ici, c'est une esthétique tragique de la mise en ruine du monde néolibéral et de ses idéaux démocratiques, ce qui correspond finalement assez à ce que les metteurs et metteuses en scène contemporains ont développé au XXe siècle avec la tragédie grecque. Je pense en particulier, je vous donne quelques exemples, aux réécritures d'Heiner Müller, le dramaturge allemand, qui a utilisé l'Antiquité, la tragédie antique pour écrire des pièces post-dramatiques, extrêmement déconstruites, dénonçant la destruction à l'œuvre dans la deuxième moitié du XXe siècle. On retrouve ça aussi dans les mises en scène de Luca Ronconi, qui est un metteur en scène italien qui a principalement travaillé en Autriche et en Suisse, qui développe dans les années 70 une esthétique avec un certain chaos visuel, une accumulation de références, assez proche du travail de Gruber, dont j'ai un peu parlé vendredi également, cette esthétique de la déconstruction, de la mise en ruine du patrimoine antique, et aussi le travail de Matthias Langhoff, qui a mis en scène la tragédie grecque dans des décors post-apocalyptiques, dans des formes de dystopie. Pour le contexte allemand, je renvoie aux travaux d'Erika Fischer-Lichte, en particulier à Tragedies Endurance. Dans cet ouvrage, elle explique extrêmement bien comment en fait l'approche allemande et sa désillusion critique face à l'idéalisation des Grecs et aussi à l'idée de la communauté vient de la manière dont ça a été malmené par le nazisme et comment les metteurs et metteuses en scène contemporains allemands se réapproprient cet héritage qui est donc doublement chargé. Mais, et c'est mon dernier exemple pour vous situer cette esthétique de la mise en ruine dont je parle, il y a le travail de Castellucci, du metteur en scène italien Romeo Castellucci. Ce sont des images de son Oresti, ici, qui, vous voyez, vient chercher vraiment la violence, la provocation
dans une esthétique qui a d'ailleurs été qualifiée par Delette et Cassias de ruination, cette idée de la mise en ruine, d'une mise en ruine qui serait régénérative, ou en tout cas productrice de sens. Donc ces adaptations, autant à la scène par les metteurs en scène dont je viens de parler, et par Rainer Müller pour l'écriture, proposent finalement une version de la tragédie grecque que je qualifierais volontiers de postmoderne. Tous ces artistes recourent finalement à la représentation de la violence, voire d'une violence extrême, et décrivent un monde dystopique, apocalyptique ou post-apocalyptique, ce qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, après Seconde Guerre mondiale en Europe, témoigne finalement d'une conscience de plusieurs éléments: conscience accrue de l'Anthropocène, doute vis-à-vis de la victoire des démocraties libérales et de la chute de l'URSS, mais aussi doute vis-à-vis de la décolonisation et de la possibilité de vivre dans un monde postcolonial avec un individu qui serait aussi un individu postcolonial. Mais malgré tout, toutes ces mises en scène, d'une certaine manière, appellent à agir. Ce ne sont pas des mises en scène qui, malgré cette destruction, on n'est pas dans une attitude de sidération vis-à-vis de cette destruction. On est dans une attitude de dénonciation pour agir à l'extérieur du théâtre, pour le mettre sous les yeux des spectateurs et des spectatrices, pour qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que dans l'analyse de Castellucci que propose Delette et Cassias, il y a cette idée que c'est régénératif. On n'est pas en train de déplorer tout ça et de s'enliser dans ces traumatismes. On fait face aux traumatismes et on les répète sur les scènes pour avancer. Et notamment pour appeler à une action qui serait une action politique ou au moins citoyenne. Or ici, dans le spectacle de Fiaminard, il me semble qu'il y a une différence qui est incarnée par cette figure qui, pendant la destruction de son Parthénon, qu'elle vient de construire, est là, assise, à regarder finalement le spectacle de cette destruction. On n'est plus du tout dans cet appel à c'est insupportable, il faut arrêter la destruction du monde par l'homme, il faut agir autrement, l'homme doit se reprendre, l'humain doit se reprendre. Non, on observe la destruction. Il y a un véritable changement de paradigme ici qui est incarné par cette figure. Face à la catastrophe, Fiaminard s'assoit dans un coin, regarde la pluie détruire ce qu'elle vient de construire. Et sur le site de sa compagnie, elle explique que ce qu'elle voulait, c'est que ce personnage incarne le souvenir de la culture punk des années 80, qui refusait de faire partie d'un monde qui n'avait pas de futur. Assise là à observer la tragédie, elle apparaît dès lors comme une forme de survivante dans ce monde ultralibéral qui refuse le droit de vivre avec dignité à la majorité. Mais elle incarne aussi le souvenir du mouvement punk qui semble dire « je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais bien dit que ce futur n'aurait pas lieu, que ce futur capitaliste brillant n'aurait pas lieu. » Et elle regarde ce futur qui n'a pas lieu s'écrouler et donc ne jamais advenir. Donc on voit bien qu'on a un changement entre ce qui se passait sur la fin du XXe siècle où il s'agissait de regarder la mise en ruine pour agir et stopper la mise en ruine et régler le traumatisme. Ici, régler le traumatisme, c'est accepter que cette destruction est en train d'avoir lieu et qu'il va falloir survivre à l'intérieur de cette destruction. Donc c'est cette idée de la nécessité de survivre dans les ruines, en particulier dans les ruines du capitalisme, ce qui est pas moins traumatisant. Et ça correspond assez bien, je crois, à ce que Svetlana Boyne appelle une approche off-moderne du monde. Je proposerai la traduction de hors-modernité, une approche hors-modernité. Je traduis. Un rapport à la ruine critique n'esthétise pas l'histoire. Il ne se tourne pas vers l'héritage nostalgique, ni n'appelle à une restauration totale. Au contraire, il reste réflexif, désigne les imperfections, les manques, les excentricités qui viennent déranger les conceptions architecturales et téléologiques. Cette perspective off-moderne ou hors-modernité, propre au XXIe siècle, ravive la dialectique entre la pensée et la perception, entre la physicalité évanescente de l'époque numérique et la réalité virtuelle. Et encore, depuis un point de vue caractéristique du XXIe siècle, les ruines de la modernité indiquent qu'il y avait des futurs possibles qui n'ont jamais existé,
Mais ces futurs n'inspirent pas forcément une nostalgie restaurative. Au contraire, ils nous rendent conscients et conscientes des caprices d'une vision centrée sur l'idée de progrès. Donc, à travers le paradigme de la ruine, Boyle me propose finalement de déplacer le regard du passé vers le futur, tout en montrant que la nostalgie pour ces futurs qui n'adviendront jamais n'a aucun sens. Son approche hors modernité appelle finalement à un état des lieux, à un constat, qui correspond à un état de survie au présent. Or, la réception de la tragédie grecque, c'est justement une occasion d'articuler cette pensée de la ruine moderne avec la réception des ruines antiques. Et je propose de qualifier Maison mère de Phia Ménard de tragédie hors modernité, dans lesquelles elle articule justement ces références à l'Antiquité que je viens de vous exposer avec la perception des ruines contemporaines. Et ce, à travers une esthétique de la survie qu'elle incarne elle-même au plateau, en assistant à la destruction du Parthénon. Cette esthétique de la survie, elle dépasse le sens commun et simpliste qu'on a donné au slogan punk « No Future », qui serait soi-disant un rejet nihiliste et anarchiste de ce qui vient après. Comme le démontre José Esteban Muñoz dans Cruz et l'utopie, il y a dans ce slogan, au contraire, la possibilité de penser un advenir, parce que ce que refuse la culture punk, c'est de croire et de contribuer à toute version du futur liée au progrès et au capitalisme. Mais du coup, en conséquence, génère nécessairement un advenir alternatif. Et cet advenir, Muñoz le décrit comme queer, parce qu'il est de fait anticapitaliste, antiraciste, antivalidiste, antinormatif. Et cet advenir queer, il est mis en scène dans la deuxième partie et la troisième partie de la trilogie de Phia Ménard. Donc voilà pour cette seconde partie qui s'appelle l'ère du pouvoir. Comme je vous le disais, c'est la construction de cette tour phallique qu'on voit sur la dernière image. On a ici un spectacle qui dénonce le capitalisme patriarcal et le manque d'empathie de la nécropolitique. Ce concept de nécropolitique, il est cité par Phia Ménard et il est emprunté à Achille Mbembe. Et c'est cette idée que c'est un système dans lequel le pouvoir repose sur la possibilité de décider de qui peut vivre ou mourir. Et pendant 1 heure, c'est ce qui se passe sur cette scène, sur la scène de Temple Père. Vous avez ce gourou qui fait prendre des risques insensés à ses esclaves pour construire cette tour. C'est très évident quand vous regardez le spectacle qu'ils prennent des risques. C'est très évident que les acrobates en scène prennent des risques. C'est les risques de l'acrobatie, hein. C'est pas un métier qui peut se faire sans prendre de risques. Mais c'est ça que vous regardez comme spectatrice. Vous regardez ces risques qui sont pris pour faire construire cette tour. Et vous voyez bien qu'il y a une maltraitance à l'œuvre, qu'ils sont poussés, qu'ils sont fatigués. Et qu'ils sont réellement fatigués, ce n'est pas quelque chose qu'ils jouent. Les corps, plus ça avance, plus les corps sont fatigués. Et il y a quelque chose en vous qui pourtant, malgré les risques, ne veut pas arrêter le spectacle. Vous voulez voir la tour se construire, vous voulez voir où ça va, vous voulez voir s'ils vont y arriver, s'ils ne vont pas tomber. Et c'est exactement ce que cherche Phia Ménard. Phia Ménard cherche à vous mettre dans cette situation où vous voulez voir ces gens prendre des risques, vous voulez voir la tour se construire. Et c'est cette idée de confronter finalement le spectateur et la spectatrice au manque d'empathie et de créer un sentiment de malaise. Et vraiment, ce spectacle génère un sentiment de malaise parce qu'il y a une espèce de satisfaction intérieure à voir cette tour se construire sous le chant de ce gourou. Et ce qui nécessairement crée une prise de conscience de qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que je suis en train d'apprécier de regarder. Cette seconde partie, elle est décrite par Phia Ménard comme une messe à la mémoire des soumis et des soumises. Et c'est en fait ce à quoi on assiste, une forme de rituel ultra-libéral, dont on ne sait pas s'il célèbre ou déplore l'exploitation, avec la dimension musicale et extrêmement minutieuse de la chorégraphie. Le groupe n'est pas sans rappeler le cœur de la tragédie grecque, dont il a été démontré par les chercheurs et les chercheuses qu'il met en jeu une représentation, une expérience de la marge, de l'altérité et de l'étrangeté. Et je vous renvoie pour ça en particulier à cet article de John Gould, mais aussi aux travaux d'Hélène Foley. Toute la trilogie met ainsi en scène des identités minoritaires ou, j'ai envie de dire, des survivants et des survivantes. Dans la troisième partie, qui s'appelle donc « La rencontre interdite »,
et qui est sous-titré « L'ère des invisibles ». On a bien cette idée d'une mise en scène des survivants et des survivantes. Fia Ménard elle-même donc descend de cette tour. Elle est complètement nue, elle expose son corps trans, son corps de femme trans aux spectatrices et à l'environnement, affirmant alors la possibilité de l'altérité et de la non-normativité dans cet environnement. Et je lis ce qu'elle écrit à ce sujet. « Je milite pour retrouver le corps. C'est peut-être ce que raconte la rencontre interdite. Le corps s'expose, et ce n'est plus qu'un corps, qu'une matière. Au moment où je vais m'allonger dans cette eau sombre et que je porte quelques derniers regards au public, chacun pourra y voir ce qu'il veut, de l'émotion ou du dégoût, une Ophélie ou en même temps toutes les marées noires. Au fond, je me demande, après tout ça, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce bref instant où on retrouve notre humanité. J'appelle ce surgissement de mes voeux. » Donc même si l'image finale, c'est un corps inanimé dans une eau noire, derrière une bâche de plastique, qui dénonce aussi, parce qu'on est en 2021, l'isolement dans un monde de l'ère post-Covid, il y a bien une forme d'espoir, en tout cas c'est ce qu'elle dit, dans l'acte de représentation lui-même. Un appel à, ce qu'elle dit, le surgissement de l'humanité. Et cette fin vient affirmer que le corps humain est un moyen de sortir du traumatisme, de la mise en ruine du monde, et aussi d'une forme de tragique qui pétrifie, qui sidère, qui empêche l'action. Non pas de manière anthropocentrique, mais bien plutôt de manière post-humaniste. Ici, ce qu'appelle Fia Ménard de ses voeux, c'est d'embrasser une vie dans les ruines du capitalisme, à la manière du champignon Matsuke ou de l'araignée Cthulhu, et je vous renvoie aux travaux de Donna Haraway et d'Anat Singh à ce sujet, sur le modèle pris chez les animaux et chez les champignons pour survivre dans les ruines du capitalisme, dans une démarche finalement critique de l'anthropocentrisme et de l'anthropomorphisme. Cette esthétique de la survie, elle n'est donc pas désespérée, mais au contraire, elle est rattachée à un sentiment d'espoir, comme l'affirme Fia Ménard dans la citation que je viens de lire. Dans cette trilogie, le cycle de construction-déconstruction, ou de construction mise en ruine, si vous voulez, est en fait une allégorie de la précarité du monde capitalisme contemporain et refuse l'idée de progrès qui est rattachée au capitalisme. Toutefois, avec la représentation des identités minoritaires, SDF, migrants, migrantes, esclaves dans la deuxième partie, personnes queer, corps trans dans la dernière partie, revient finalement à affirmer un espoir anticapitalisme, postcolonial et antinormatif, puisque ces corps qu'on a vus en scène sont des corps de survivants et de survivantes, et ce malgré les souffrances que subissent les corps de ces sujets minoritaires. Ce qui rejoint la pensée de Muñoz que je citais déjà tout à l'heure sur l'utopie. Je crois personnellement que dans un monde dénué d'utopie, les sujets minoritaires sont relégués au rang de sans-espoir. Ceci ne veut pas dire que l'espoir est la seule modalité de reconnaissance émotionnelle à structurer l'appartenance. Parfois, la honte, le dégoût, la haine et d'autres émotions négatives relient les gens entre eux. Mais en l'occurrence, c'est sur l'espoir que je m'attarde parce que je voudrais réfléchir à l'advenir. Et l'espoir d'après moi est la modalité émotionnelle par excellence pour y accéder. Et j'ajoute la définition que Muñoz donne de l'utopie queer parce que je trouve qu'elle est vraiment utile pour comprendre cette idée d'une tragédie antique hors modernité. Une utopie dont la compréhension de son temps propre n'est pas arrivée à quelque passé nostalgique n'ayant peut-être jamais été ou à quelque futur dont l'arrivée est sans cesse retardée, une utopie au présent. L'utopie chez Muñoz, elle repose sur une expérience du temps qui serait une expérience queer, donc une expérience non linéaire, ce qui décrit finalement assez bien le rapport à la réception de l'Antiquité qui a lieu dans la trilogie de Fia Ménard. Vous avez cette première partie où on regarde vers le passé, on déconstruit la nostalgie qu'on a pour ce passé antique, pour la démocratie athénienne, et ensuite on se tourne vers un futur, vers ce futur capitaliste qui n'arrivera jamais, et on essaye de penser la survie au présent, du coup l'utopie de cette survie au présent. Et c'est comme ça que je pense que cette esthétique de la survie, qui se développe avec l'utilisation de matériaux antiques, est une esthétique à la fois anticapitaliste et queer, et qui célèbre l'ici et maintenant utopique de la représentation théâtrale. Pour résumer, à travers cet exemple, ce que je propose en fait, d'envisager plus largement et au-delà de cet exemple-là, c'est un nouveau mode tragique,
qui correspondrait, à travers le développement d'une esthétique de la survie sur les scènes contemporaines, à l'émergence d'une tragédie hors modernité. Et cette forme de tragédie repose sur une forme d'utopie qui n'est ni naïve, ni nostalgique, mais c'est une utopie au présent portée par les sujets minoritaires, c'est-à-dire des individus qui sont déjà dans le monde dans lequel on est, des survivants et des survivantes. Et en conclusion, je souhaite souligner qu'il est sans doute un peu facile de parler d'esthétique de la survie dans le confort des institutions universitaires, et qu'il me paraît très évident qu'il y a des personnes au moment où nous parlons qui sont en situation immédiate de survie et qui n'ont évidemment ni le temps, ni l'énergie, ni le privilège, ni l'espace de penser ou de jouer la tragédie. Phia Aymenard elle-même, en tant que personne trans, est une figure de survivante dans le monde dans lequel nous sommes, mais elle n'est pas en situation de danger immédiat. Et d'ailleurs, elle le dit très bien, elle en parle très bien, elle dit je fais partie des privilégiés. Elle vit en France, sa compagnie est extrêmement bien subventionnée, on atteste d'ailleurs les contextes de création de ce spectacle, le Documenta 14 et le Festival d'Avignon. Mais elle se positionne par son esthétique en solidarité avec les personnes moins privilégiées qu'elle. Il n'y a pas dans son travail de forme d'appropriation ou de fétichisation de la souffrance des sujets minoritaires, mais plutôt une perspective intersectionnelle. Et toutefois, et un peu pour vraiment finir, ce que j'aimerais dire, c'est que cette esthétique tragique de la survie, hors modernité, elle se développe quand même principalement, enfin les autres exemples que j'en ai sont plutôt des créations qui ont lieu dans des espaces alternatifs, dans des contextes moins privilégiés que celui dans lequel travaille Phia Aymenard, dans des festivals très peu subventionnés. J'en ai vu des exemples au Festival Fringe à Édimbourg l'année dernière, mais aussi dans le milieu underground queer de New York, de Londres, et aussi sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. C'est clairement une esthétique qui s'est développée à ce moment-là en résistance à la fermeture des théâtres, mais aussi dans la manière dont la tragédie est adaptée, la tragédie grecque est adaptée sur les scènes dans le sud global. Et la seconde caractéristique, je crois, de cette esthétique, que, en tout cas j'essaye de déterminer, et elle est importante, c'est que comme Phia Aymenard, cette tragédie hors modernité de la survie, elle utilise la tragédie antique comme matériau initial, mais vous l'avez vu, l'inspiration elle est lointaine, et ce matériau de base, il est en train de disparaître, et peut-être que bientôt il sera même plus la peine de le mentionner. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je serai content d'entendre vos questions.